De quoi vous étiez en train de parler, messieurs, pour qu'on comprenne, pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agissait? De choses peut-être que l'on découvre, enfin en tous les cas pour ma part, puisque je n'avais jamais trop utilisé les révolutions solaires. Et en fait depuis 2 ans, je reviens sur ces révolutions solaires, et en plus je m'intéresse un petit peu à ce qui est ancien, mais pas pour travailler uniquement avec le septénaire, mais pour essayer d'intégrer et de retrouver des choses peut-être qui nous avaient échappé et qui me paraissaient maintenant, enfin en tous les cas à l'heure d'aujourd'hui, essentielles, puisque quand même ils savaient prédire, vraiment dire, sinon vous coupez la tête si vous étiez pas bon. Et on discutait justement que j'ai découvert les fridaires, qui était une technique utilisée, qui sont des périodes. Alors, je vais peut-être mal en parler parce que je suis en train vraiment de lire. Et je le recroisais dans ma révolution solaire, puisqu'en même temps on parlait de révolution solaire. Et j'étais en train de décortiquer pour apprendre justement ça, et maîtriser un peu plus le thème de ma femme et le mien. Et que je trouvais des choses quand même étonnantes lorsqu'on changeait de période, justement, et que dans une révolution solaire, justement, c'était, je crois que j'ai l'ascendant d'une des révolutions solaires, du changement de la période de Friedlair, qui est exactement le maître de l'année, en même temps, et qui est conjoint à ce moment-là à Uranus, et il s'est passé quelque chose, donc je trouve étonnant, donc je vais gratter pour aller plus loin encore. Et c'est amusant en tous les cas. Donc c'est un début de travail, mais et c'est des choses, vous m'en auriez parlé il y a 10 ans, je ne connaissais pas les fridaires. Alors moi j'ai une question à soumettre à l'historienne de l'astrologie. Oui. Les fridaires, effectivement, c'est très très pertinent comme outil, mais je me pose la question de la similitude entre les fridaires et le système des dashas en astrologie de l'Inde, qui relève d'une démarche à peu près similaire. Et les fridaires semblent être un dérivé, mais un peu réducteur par rapport au système des dashas. Donc je pense qu'il y aurait des recherches historiques à faire sur cet aspect-là. Oui, les dashas, on attribue à une certaine durée, je ne sais pas si c'est ça que vous parlez, les dashas, on a réparti entre les 7 planètes plus les 2 nœuds lunaires un certain nombre d'années, et ça se suit. Donc vous avez une période de 5 ans, puis une période de 7 ans, puis une période de 15 ans. Il y a un cycle de 120 ans qui est réparti entre les 9 planètes utilisées. Donc on ne sait pas très bien pourquoi, il y a plusieurs explications. On ne sait pas très bien pourquoi ils ont attribué 7 ans au nœud sud et puis 9 ans au nœud nord, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, l'avantage, en plus c'est totalement... c'est pas du tout de l'astronomie. Ah oui, c'est complètement... Ça n'a rien à voir avec l'astronomie, n'est-ce pas? C'est des périodes. Les fridaires reposent sur le même système, où on attribue des périodes aux planètes. Oui. Mais je ne sais pas si la démarche est, semble-t-il, très proche. En tout cas. Mais vous savez, ça n'a rien d'extraordinaire, parce que au Xe siècle, les musulmans ont conquis l'Inde, et notamment quelqu'un comme Al-Biruni a écrit un livre sur l'Inde, qui s'appelle l'Inde, où il y a des éléments d'astrologie. Donc effectivement, le contact s'est fait lors de la conquête par les musulmans de l'Inde. Ça semble répondre à cette question du fait que ces deux systèmes sont très voisins et présentent donc de grandes similitudes. Mais à tout prendre, pour avoir un peu regardé les deux, j'aime mieux utiliser le système des achats, qui lui aussi est très pertinent. Mais enfin, il est moins. C'est vrai que sur le plan astronomique, que vos directions ont un semblant un peu plus d'astronomie. Enfin, je veux dire, même si c'est une transposition, c'est quand même, on respecte un certain nombre de règles. Sauf que, effectivement, ce qui est un peu gênant avec les systèmes des progressions, c'est qu'on n'a plus les planètes sont toutes au même niveau. Elles perdent leur spécificité en tant que elles n'ont plus leur cycle n'est plus spécifique. Oui. C'est-à-dire que ce soit Saturne ou Pluton, il va avancer au même rythme, au même pas. Et ça, c'est assez choquant quelque part. Alors, c'est vrai dans les progressions symboliques. Par contre, dans les progressions secondaires, oui, évidemment, le jour égale un an, à ce moment-là, on respecte le cycle des planètes.
Sauf que les planètes avancent pas, enfin il y a des planètes qui avancent pas beaucoup, effectivement. Ah, c'est sûr qu'en progression, Pluton, dans une vie, il ne fait pas beaucoup de chemin. Oui. Ça aussi, c'était un petit peu Oui, excessif par en contre, sens inverse. Par contre, les planètes rapides, elles, se déplacent beaucoup et Pluton peut devenir déterminant Par aspect. Oui, par enfin. aspect ou Oui. par progression des autres planètes sur Pluton. Mais par contre, en direction primaire, alors là c'est encore pire, parce qu'en direction primaire, et c'est comme dans la direction symbolique, effectivement, il n'y a aucune différence. Oui, oui. Mais oui, alors ça, effectivement, bon, j'ai l'impression que enfin, je veux dire que l'astrologie a quand même pris beaucoup de liberté par rapport à l'astronomie. Hein. Oui, complètement. Même si elle utilise, c'est paradoxal parce qu'elle utilise effectivement le nom des planètes, elle s'intéresse beaucoup aux planètes nouvellement découvertes, mais en même temps. C'est normal, elle évolue aussi. Donc de ce point de vue-là, oui. Bon, d'un autre côté, on peut se poser des questions. Alors, je vais vous poser une question un peu bateau. Comment est-ce que vous prenez très au sérieux les noms que les astronomes accordent aux nouvelles planètes? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une sorte d'inspiration plus ou moins mystique? Je me demande toujours, bon, est-ce que c'est sérieux ça? Cette façon de dire, tiens, la dernière planète s'est appelée comme ça, bon ben voilà, ça veut dire ça. Est-ce que c'est pas en train de déconsidérer un peu l'astrologie, cette façon de s'intéresser à ce qui n'est pas l'aspect le plus scientifique de l'astronomie? Parce que quand un astronome appelle une planète comme ça, c'est pas de la science. C'est une question très intéressante. Je me suis interrogé à certaines périodes sur le nom des planètes que nous utilisons. Par exemple, Vénus s'appelle Vénus. Bon, pourquoi pas, hein, faut bien lui donner un nom. Mais comment se fait-il que dans un thème, Vénus agisse en fonction de la symbolique de la Vénus mythologique? Je n'ai pas de réponse à cette question, tout simplement parce que moi ça m'a un peu moins intéressé, je n'ai pas trop passé le temps, je n'ai pas cherché à en savoir plus en fait. Mais la question est très intéressante. Ben, oui, ça montre quand même une certaine flexibilité des choses. C'est-à-dire que c'est vrai que on pourrait s'amuser à intervertir le nom des planètes pour voir si ça marche aussi bien, intervertir Mars et Vénus pour voir si ça fonctionne. Moi, je crois qu'on sous-estime beaucoup. D'abord, je crois que les gens finalement sont très disponibles. Comme on disait tout à l'heure, ils sont disposés à se voir autrement, à se regarder autrement, à ce que d'autres aspects de leur personnalité apparaissent, à avoir un autre regard sur ce qui leur est arrivé. Ils sont en demande quelque part de changement. Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent ça veut pas dire qu'ils prétendent dire que ce que vous dites est vrai ou faux. C'est plutôt ce que j'appellerais heuristique, c'est-à-dire que ça leur fait du bien de se voir autrement. Ça leur permet d'échapper à une certaine sclérose peut-être de leur identité. Je pense que l'astrologie, dans ce domaine-là, n'a pas le mot vrai ou faux n'est pas juste. Moi, j'appelle ça, d'une manière un peu provocatrice, une greffe. C'est-à-dire que vous greffez sur l'astrologue. Déjà, il y a déjà la première rencontre avec le thème astral. La première rencontre du client avec le thème astral, c'est un moment important. C'est quelque chose. C'est comme s'il s'appropriait quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui faisait partie de lui-même, ou qui lui appartenait et il ne le savait pas. Et quelque part, c'est l'astrologue, c'est une sorte d'accouchement à l'envers, c'est-à-dire on va lui apprendre que quelque chose lui appartenait, c'est comme rencontrer un père. C'est unique, hein. C'est comme s'il rencontrait un père qu'il n'avait jamais connu, une sorte d'archétype qu'il n'avait jamais rencontré, et puis tout d'un coup on fait la connaissance de ce personnage qui est à la fois soi-même, mais qui pourrait être à la limite une sorte d'archétype cosmique qui n'est pas tout à fait non plus vous-même. De temps en temps, je dis certains, c'est votre mandala. Oui, c'est une façon. Voilà, oui. Je leur présente comme. C'est énergétique, hein. Un mandala personnel. Un mandala, c'est votre propre mandala. Oui, seulement si c'est pas. Exactement. Oui. Si c'est pas plus sain de dire ça, effectivement, de dire que c'est pas vous-même, mais c'est quelque chose qui est au-delà, enfin en amont de vous-même quelque part, enfin, qui est quelque part plus profondément quelque chose dont on dépend, dont on dérive, mais qui n'est pas... Mais qui fait partie de nous. Oui, qui fait partie de nous-mêmes. Mais comme ferait partie de nous, effectivement, comme on l'a dit, un aïeul, quelqu'un qui fait partie de notre généalogie, effectivement.
Donc il y a cette dimension, je crois que parfois c'est contre-productif de parler de la dimension scientifique de l'astrologie. Parce que, non pas que je sois contre cette idée-là, mais dans bien des cas, et en tout cas dans tout ce qui concerne le thème natal, on est plus dans un rapport de est-ce que ça sert à la personne de se voir à travers l'astrologie. C'est pas de cette question de savoir si c'est vrai ou faux, parce que l'être humain, toute invitation à se regarder autrement est la bienvenue par certains côtés. Et comme vous dites même l'astrologue lui-même peut avoir envie de changer un peu les règles du jeu pour se percevoir autrement. Et quel est l'astrologue qui n'a pas constaté que, par exemple, on pouvait, dans tous les systèmes qu'on lui propose, chaque fois il y a une grille qui n'est pas complètement aberrante. C'est presque difficile de dire que quelque chose est complètement faux en astrologie. C'est presque difficile de dire qu'un discours est totalement faux. Ben oui, puisqu'il y a plein de gens différents en même temps. Il y en a qui vont être forts en astrologie karmique parce qu'ils vont sentir des points. Non, mais même les gens sont eux-mêmes disposés à se percevoir de façon... Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on surestime le côté figé des gens qui viennent nous voir. Ils ne sont pas si figés que ça. Donc s'ils ne sont pas figés, ils ne sont pas capables de vous dire oui ou non. Bien sûr que non. Si les gens étaient figés, ils ne viendraient pas. Donc ils ne peuvent pas... Tout simplement parce que tout le monde est en recherche. Donc vous ne pouvez pas parler de validation à ce moment-là. Sinon, de validation comme on validerait un médicament. C'est-à-dire un médicament qui calme, par exemple. On pourrait presque parler d'une pharmacopée. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui font du bien à la personne, qui la calment, qui lui donnent du punch. Mais il ne s'agit pas de vérité dans ce cas-là. Il s'agit simplement que la personne... il y a un progrès, il y a une amélioration de son état. Mais il y a une amélioration dès l'instant où elle décide d'appeler un astrologue X ou Y et d'aller le voir. Parce qu'à ce moment-là, c'est une action, c'est être actif, c'est pas attendre. C'est-à-dire, elle s'est prise en charge et elle a décidé de... Rien que ça, c'est positif. Ça, c'est le début. C'est tout début. Et ensuite, la personne vient chercher une information que l'astrologie peut lui amener et que toute seule, elle doit peut-être eu du mal à trouver. Alors, est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une proposition? Non, c'est une information. En prévisionnel, on sait très bien dire, je parlais tout à l'heure d'une période délicate, on sait très bien l'aborder. On sait très bien dire, ça a commencé à telle période, ça finit à telle période. Donc au lieu de penser que les ennuis vont être éternels, la personne, déjà, elle sait que ça va durer. Oui, sauf que, éventuellement, c'est ce qu'on appelle le self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que ça, vous induisez quand même un comportement de sa part. Ah mais forcément, de toute façon, tout aspect... Par exemple, vous déclarez quelque chose à une personne, vous induisez quelque part... il y a l'effet d'annonce qui peut effectivement aboutir à fonctionner parce que justement vous avez structuré le temps de la personne, donc vous lui avez posé des conditions, des limites et qui vont l'aider à se décider. Quand bien même ces limites que vous proposeriez seraient totalement fantaisistes. Alors, en ce qui me concerne, j'essaie de ne pas donner des limites fantaisistes. Non, mais je veux dire qu'il serait fantaisiste, mais qui serait adéquate, c'est-à-dire qu'il serait raisonnable. Si je les annonce, c'est qu'elles reposent sur quelque chose qui a fait ses preuves, et pas uniquement au travers de ma modeste pratique. Et donc, si je l'annonce, c'est que je le fais en toute responsabilité. Alors, effectivement, la personne est conditionnée, mais en fait, c'est ce qu'elle vient chercher. Et quand on va chez un médecin, si on est malade, s'il ne nous donne pas de médicaments, on n'y revient pas. Donc si la personne va voir un astrologue, c'est pour avoir une information, pour en savoir un peu plus sur les problèmes qu'elle traverse à l'instant donné. Vous savez qu'on parle beaucoup en psychanalyse de transfert et de contre-transfert. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas, que l'astrologue ne va pas épouser totalement l'image que son client lui projette sur lui, de ce qu'il doit être, ou de ce qu'il est supposé être ou supposé savoir. La différence entre le consultant et l'astrologue, c'est que l'astrologue est lucide et non impliqué. Alors que quand on est, nous, patient dans quelque discipline que ce soit, on n'est pas objectif, on est face à notre problème.
et on va chercher quelqu'un qui justement n'est pas impliqué et peut nous donner les clés des problèmes qu'on traverse. Oui, mais il y a aussi ce risque qu'on connaît en psychanalyse, à savoir que le client vous impose d'une certaine manière de vous conformer à un certain idéal, à une certaine mission qu'il vous assigne. C'est toute la difficulté du travail d'astrologue. C'est de s'adapter et de ne pas tomber dans le piège des consultants. Et oui, d'où effectivement alors, est-ce que ça implique pas justement en cours de route un certain travail sur la demande initiale du client? Puis, entendons-le bien, un astrologue n'est ni un psychologue, ni un psychothérapeute, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu une formation diplômante. C'est juste quelqu'un qui a une maîtrise plus ou moins avérée en plus d'un système prédictif ou d'analyse de personnalité ou choses comme ça, mais qui n'est pas contrôlé. Donc il faut faire très attention avec ces histoires-là. Bah, oui. Et si on ne sait pas, un astrologue qui est honnête et intègre devrait envoyer la personne soit chez son généraliste, soit chez un psy adapté, selon la pathologie qu'elle a devinée chez le consultant. Par contre, à un certain niveau, si l'astrologue sait répondre, voilà. Je citais un cas tout à l'heure de la personne qui a un problème avec son travail, je lui ai dit, t'en as pour 2 mois. Et voilà, là, pas la peine d'aller voir un médecin, quel qu'il soit. Par contre, il faut que la personne travaille pour tirer la meilleure partie de l'échéance qu'elle vivra dans 2 mois. En période de congé, en plus, si elle part en congé 2 mois, c'est pas la peine. Enfin, moi, je connais pas mal d'astrologues, même assez réputés, qui reconnaissent que l'astrologie, c'est... Il y a l'astrologie telle qu'elle devrait être, telle qu'elle pourrait être et telle qu'elle est. C'est-à-dire, quel est son statut actuel dans la société, c'est-à-dire à quoi elle sert en pratique, c'est pas forcément à quoi elle devrait servir. Là, il y a une différence entre ce qu'on en fait, ce qu'on en attend, et ce que réellement elle est censée faire. C'est là qu'il y a la différence entre le transfert. Le transfert astrologique, c'est ce que les gens imaginent que l'astrologie est, et imaginent que l'astrologue va faire. Maintenant, l'astrologue, il a aussi peut-être d'autres façons de voir les choses, et une autre idée de l'astrologie que celle qui est répandue dans le public. Si vous allez voir un psychologue, c'est un peu ce qui se passe aussi. Si le psychologue ne répond pas à votre attente, vous n'y revenez pas. Ah ben oui, mais justement, alors là vous répondez d'une manière un peu cynique, vous dites, bon, finalement, l'astrologue doit se conformer à l'attente du client. Non, l'astrologue doit répondre ce qu'il sait, ce qu'il peut dire. Et si le client a une attente autre, il a fait une erreur en venant voir un astrologue, ou du moins en venant voir cet astrologue-là. Oui, mais je crois que vous prenez assez au sérieux comme cette demande. Je crois que vous n'êtes pas trop en décalage par rapport à ce que le client attend de vous, finalement. Oui, parce que les clients sont peut-être bien informés et connaissent les possibilités de l'astrologie et n'en demandent pas plus. Mais il m'est lui arrivé d'avoir à répondre à des questions pour lesquelles j'étais totalement incompétent. Donc je n'ai pas répondu. Là, j'ai aiguillé vers la discipline qui me semblait être la mieux adaptée. Parce que là, vous me donnez cet exemple est intéressant. On a l'impression que l'astrologue est un donneur de temps. On dit par exemple que voilà, un donneur de temps. Alors je viens pour savoir combien de temps j'ai à attendre pour faire ça, ou combien de temps j'ai encore devant moi pour avant que ça puisse pas se faire. Enfin, je sais pas, le temps qui m'est compté, le temps qui est compté ou le temps qu'il faut attendre. Alors ça, cet aspect-là est contenu dans l'astrologie elle-même, parce qu'un thème natal, c'est une photographie d'un point de l'espace-temps. Donc on est bien dans le temps et dans l'espace également. Donc, si l'astrologue répond sur une autre dimension que le temps, c'est plus un astrologue. Oui. C'est, je sais pas, un médecin, un gourou. Ce qu'on veut. Vous-même, vous avez eu des consultations à donner, vous avez aidé les gens à oui, mais je crois que les gens sont beaucoup plus connaissent, en tous les cas, pas trop mal l'astrologie quand ils vont voir un astrologue. Oui. Parce que déjà, il y a un bouche à oreille qui fonctionne. Il m'est arrivé, comme dit Francis, à avoir quelqu'un devant moi qui me dit « Mais mon nœud lunaire... » Moi, franchement, j'ai dit, attendez, j'ai un copain
je connais quelqu'un qui est très fort en karmie, c'est sa sensibilité, voilà son adresse, allez le voir. Moi, je ne vais pas parler, j'ai pas cette sensibilité. Oui. Et il y en a qui sont très bien là-dessus. Donc, non, les gens savent. Ils vous amènent même des fois sur un terrain où vous ne pensiez même pas. Donc, à nous, justement, à être sain, de bonne foi, et d'être bien dans sa peau, je vous dis, ça amène tout. Hein. Et puis, de donner les bonnes réponses. Et puis, quand on ne peut pas, quand on ne sait pas, on dit, moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas. Voilà. Bien sûr. De toute façon, c'est ce que font les médecins. Hein. Exactement. Si ce n'est pas de leur ressort, ils nous envoient chez un Chez un spécialiste. Est-ce spécialiste. que la question qui ne serait pas plutôt à poser, c'est est-ce que je fais du bien à la personne qui vient me voir, sans savoir si je sais ou je ne sais pas? Ben, on lui fait du bien si on lui dit on ne sait pas, comme va le faire le médecin qui dit non, mais... je ne sais pas, allez voir votre ophtalmo. Non, mais et puis voilà. Il n'y a pas de. En tous les cas, c'est ce que Francis est en train de dire, et ce que je vous dis aussi. On n'a pas intérêt à lui dire et à lui raconter n'importe quoi. Voilà. Au contraire, c'est très bien parce que après, je vous dis, l'astrologie, c'est du bouche à oreille. Bon, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous entendez par n'importe quoi? Ben, vous pouvez très bien avoir des personnes, peut-être, je ne sais pas, en tous les cas, qui vont dire ah, oui, ça, et qui ne sont pas. Je sais que quand je ne suis pas bien sur un sujet, si vous commencez à me parler de karmique, justement, qui m'intéresse un petit peu, mais où je connais strictement rien, ben je vais pas en parler. Bien sûr, mais ça c'est un cas limite. Mais je veux dire, moi j'emploie souvent une expression un petit peu provocatrice. Je dis à mes élèves, parce que j'ai formé pas mal d'astrologues, je leur dis, j'essaie toujours de l'aider, de dédramatiser la consultation astrologique, enfin, parce que c'est vrai qu'on pourrait vous poser la question, je ne sais pas si vous avez formé si vous avez eu des élèves ou pas, mais c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question de savoir comment on prépare ces élèves à l'entretien astrologique et qu'est-ce qu'on leur dit qui les attend et qu'est-ce qu'on leur dit de l'importance de ce qu'ils ont appris. Alors, parce que souvent c'est un peu ça, le professeur d'astrologie, bon, il dit voilà, si vous avez bien compris comment on interprète, vous avez bien compris mes leçons, vous allez bien travailler. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a une sorte de rapport entre le bagage que l'astrologue aura acquis dans ses études et puis vous parliez tout à l'heure de précision, alors on pourrait dire voilà, alors, attention, si c'est une étude de précision, ben, on peut se tromper dans ses calculs. C'est un peu stressant de se dire qu'il faut être dans la précision. Mais de toute façon, c'est une responsabilité. D'interpréter un thème, de donner une consultation, c'est forcément le triomphe de responsabilité. Alors, mais quand vous dites précision, ça veut dire ça veut dire que précision, ça veut dire attention, je peux dire un truc qui est faux. Non, c'est cette notion de. Non, mais c'est pour ça que j'ai employé le mot de manière provocatrice. Est-ce que vraiment il peut y avoir quelque chose qui soit fondamentalement faux? Parce que quand vous dites précision, d'abord vous allez dire que vous mettez la barre plus haut. Hein, si vous dites que l'astrologie n'est pas précise, ben, vous mettez la barre moins haut. Donc si vous dites que la barre si vous en prenant des précisions, vous prenez des risques. Hein, puisque, ou bien effectivement vous allez être vraiment précis, mais en prétendant être plus précis, on va pouvoir vous dire, ben non, justement, c'est faux. Donc vous tendez la perche à votre client pour qu'il va vous dire, oui, ben non, mais là c'est faux. Et tout à l'heure, vous aimez ce risque quelque part de prendre ce... C'est pas forcément une question de risque, mais c'est une question de conscience. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de dire à une personne, à telle date, il s'est passé quelque chose. Et la réponse m'a dit non. La personne m'a dit non. Parce que c'était un événement qui était assez fort, et la personne l'avait en quelque sorte rayé de sa mémoire. Mais quelques jours après, je l'ai revu, il m'a dit oui, effectivement, cette période, il s'est passé ceci et cela. Donc il faut faire un dosage subtil entre la technique qu'on utilise, parce que l'astrologie est quand même très technique, donc c'est un outil précis, qui donne des éléments très clairs, et une certaine déontologie. Et la déontologie, c'est un mot facile à dire, mais très compliqué à appliquer, parce qu'il faut voir la personne qu'on a en face et juger si on peut lui parler de certaines choses ou pas. Et donc c'est tout ce dosage qu'il faut faire. Ensuite, il faut répondre à la personne, comme je disais tout à l'heure, il faut rester sur le présent ou sur le problème présent, et pas lui dire dans 10 ans ça ira mieux, parce que la personne, c'est maintenant qu'elle a un problème, c'est pas plus tard. C'est dans un plus tard, elle viendra éventuellement.
Voilà. Et ensuite... Donc, excusez-moi de vous interrompre. Donc ça veut dire que vous pouvez pas vous permettre d'aller au-delà, de reporter de plus de 2 ou 3 mois l'échéance. Si, bien sûr. Moi, je cherche toujours à élargir le débat en donnant une certaine lucidité, une certaine conscience au consultant en lui disant qu'il est dans un cycle de 20 ans, 30 ans, qui se décline en telle échéance, etc. Donc, non, ça, on ne se limite pas. Enfin, ça dépend, encore une fois, de la personne. Et voilà. Si déontologiquement, vous pensez qu'on ne peut pas faire attendre quelqu'un trop longtemps, ça vous oblige quand même à trouver des fenêtres pas trop éloignées. On répond à la question. Mais ensuite, les consultants sont parfois assez terribles, je dirais, parce qu'ils nous posent des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il faudrait mieux d'avoir des voyants éventuellement, parce qu'ils veulent une question très précise, c'est est-ce que je vais gagner telle somme au loto tel jour. Moi, je regrette, là je ne peux pas répondre à ça. Ou ils veulent savoir s'ils ont été Napoléon dans leur vie précédente. Bon, moi je dis non, là, excusez-moi, mais on ne peut pas répondre à des questions comme ça. Et si quelqu'un répond à ce genre de questions de façon très affirmative, c'est pas un astrologue. Oui, je voulais vous dire cette petite plaisanterie là. Je disais à mes élèves, je leur disais, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que soit au niveau de la description, soit vous dites des choses qui sont complètement évidentes pour la personne. C'est-à-dire qu'elle le sait très bien. Et dans ce cas-là, elle ne peut rien dire. Bon, mais si vous lui dites des choses qui ne sont pas évidentes, elle ne sera pas forcément mécontente pour autant. Oui, parce qu'il y a l'information. Non, l'information, c'est beaucoup dire. Vous l'incitez à se regarder autrement et à faire attention à des choses dans sa vie ou en elle-même qu'elle aurait refoulées ou dont elle se serait désappropriée et que vous allez la conduire à se réapproprier. Voyez-vous ? Bien sûr que l'astrologue Excusez-moi, l'astrologue a un rôle de conseil aussi, évidemment. Si une personne vient nous voir en nous disant je veux faire de la politique, alors que je prends un exemple, alors que la personne a un thème de sportif, on va lui dire réfléchissez bien. Évidemment. Non, mais imaginez par exemple que je dise à monsieur, mettons que bon, vous êtes mon client, je suis astrologue, je vous dis quelque chose qui va vous surprendre. Je mets en évidence un trait de personnalité qu'on n'applique jamais à votre cas. Est-ce que vous allez dire c'est faux, ou est-ce que vous allez dire tiens, c'est quelque chose que j'ai effectivement en moi, c'est vrai en réalité, mais qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se réaliser. Ah, mais là on est sur un problème d'astropsycho, quoi. Bah, écoutez, peu importe, bon, alors, vous me dites, alors, premièrement, dans le domaine du psychologique, on est d'accord, mais même donc on est d'accord que les gens parfois sont en demande d'un autre regard sur eux-mêmes, qui peut être tout à fait, donc, moi je dis qu'à la limite, donc en astropsycho, vous seriez d'accord qu'on ne peut pas se tromper, parce que de toute façon, soit ça correspond à un premier degré d'évidence, soit à un deuxième degré, ou un troisième degré, et la personne peut toujours dire que quelque part en elle-même, c'est vrai quelque part. Oui, mais tout ça dépend aussi de la façon dont vous abordez une consultation. Je ne sais pas, enfin pour ma part, moi je sais que je discute, j'ai un petit temps de 5-10 minutes avec laquelle je vais discuter avec la personne. Je vais avoir le thème, je sais, enfin des fois je l'ai avant, des fois je l'ai au moment où je vois la personne. Il y a justement une stabilisation. Francis parlait de temps tout à l'heure. Il y a une gestion dans le temps de la personne. Donc, à 60 ans, quelqu'un ne va pas avoir les mêmes demandes, même en psycho, qu'à 40 ou qu'à 20. Et il y a certaines choses qui peuvent être présentes dans un thème, mais qui ne va peut-être être effectif. Oui. Et ça, on doit le voir de toute manière par des techniques comme les transits ou des RS ou justement les lunaisons où on voit qui vont renforcer justement la précision, parce que vous demanderez à tous les astrologues qui existent de toute manière, ils n'utilisent pas qu'une seule méthode, ils en utilisent plusieurs, ce qui est très bien d'ailleurs, puisqu'on peut recouper et faire des croisements. Donc à ce moment-là, on peut être sûr de dire quelque chose de cohérent. Et on ne va pas dire à quelqu'un de 20 ans ce qu'on va dire à quelqu'un de 40 et ce qu'on va dire à quelqu'un de 60.
Surtout qu'à 20 ans, il n'y a pas eu les 29 et qu'à 35, il n'y a pas encore eu les 42. Enfin, des grands cycles que tout le monde connaît. Donc à ce propos, justement, je voudrais rebondir avec Francis. Est-ce que la vie est linéaire? Ou est-ce que dans la vie, il n'y a pas des recommencements périodiques qui peuvent faire que même à 60 ans, on a un recommencement qui se fait ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il y a quand même ce poids de l'âge qui fait que, bon, il y a des choses qu'on ne peut plus recommencer ou qu'on peut imaginer recommencer après un certain temps? Linéarité de l'astrologie liée notamment à l'âge, ou au contraire, une cyclicité qui ne tient pas compte fondamentalement de l'âge? Est-ce que ça pourrait être la dernière question? Oui. Non, mais je sais. Non, mais d'ailleurs, je vous admire de rester avec nous. D'ailleurs, donc, alors, vous allez donc considérer ça comme votre champ du cygne. Alors, allez-y. Le problème, c'est que la question est très vaste et va nous amener en dehors de l'astrologie, parce que. Prenez votre temps. Hein. Oui, mais en fait, la réponse pour moi n'est pas astrologique. Et pourquoi ça s'appelle astrologique à la limite? Oui. La question est astrologique, mais la réponse ne l'est pas forcément. Si tant est que je détienne une réponse à cette question qui est fondamentale. Pour schématiser, on peut considérer, je dis bien on, je ne dis pas que je considère, mais on peut considérer que la vie est un enseignement et qu'on est si on vit avec un thème, c'est pour apprendre quelque chose et évoluer vers un meilleur épanouissement de notre être. Et pour faire cette évolution, on est heurté, confronté à un certain nombre d'événements ou d'expériences. Et la vie étant un enseignement, soit on comprend et on assimile bien l'expérience de la vie, et auquel cas il n'y a pas tellement à y revenir. Par contre, si on est un peu obtus parce que la marche est difficile à franchir, il est fort possible que l'on soit confronté encore et encore au même problème tant qu'on n'a pas vraiment résolu et compris ce qui devait être. Ce que je dis là n'est pas forcément personnel, c'est des idées qui sont couramment admises d'un certain courant de pensée. Oui, alors donc, est-ce que donc vous êtes d'accord avec cette façon de voir? C'est-à-dire que effectivement il y a des choses qui nous interpellent même très tard dans la vie, parce que tout simplement on n'a pas su. Mettez-moi votre mail, s'il vous plaît. Je vais devoir y aller. Bon, bah alors à ce moment-là, vous savez fermer aussi? Ou bien on s'en va tous en même temps? Je pense que si effectivement vous n'avez pas, si vous devez rentrer aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas ensemble. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, messieurs, de votre bonne volonté. Donc on a fait un petit colloque. Hein, Tout à fait. Je suis pas sûr que colloque. Oui, parce que